Salut à tous les amis, c'est Mr Fox. C'est le début de l'année 2015 et qui dit début d'année dit bilan de l'année passée. Et après avoir fait un petit bilan personnel de ce qui m'est arrivé à moi, j'ai décidé de faire un petit bilan de l'année cinéma 2014. D'habitude, je me permets pas trop de faire des tops de fin d'année parce que je considère que j'ai pas vu assez de films dans l'année. Pour faire un top 10, c'est facile de faire un top 10 quand on a vu 15 films. Mais cette année, étant donné que ma carte UGC illimitée m'a permis de voir une cinquantaine de films, je me suis dit, allez, soyons fous, faisons un petit top de l'année 2014. Je vous livre donc mes 10 films préférés pour l'année 2014. Évidemment, c'est un top subjectif, ce n'est que mon avis, etc. Mais je pense que vous êtes suffisamment intelligent pour savoir prendre du recul sur ce que je dis. N'est-ce pas, hein? Bon. Alors avant de commencer ce top, j'aimerais parler de 4 films qui ne seront pas dans le top, mais qui ont été dans le top de beaucoup de gens. Je me suis dit que ce serait sympa de m'expliquer sur leur absence. Le premier, c'est The Grand Budapest Hotel. Alors non, je n'ai pas passé un mauvais moment devant ce film. Je me suis même plutôt amusé. J'ai passé un bon moment. Les acteurs sont bons. Les situations sont plutôt cocasses et plutôt drôles. Mais une fois sorti de la salle de cinéma, le film m'est assez vite sorti de l'esprit. Donc, un film sympa mais pas marquant pour moi. Le deuxième film, c'est Under the Skin. Alors, sur le coup, une fois sorti de la salle de cinéma, je me suis dit, ouais, c'était pas mal. C'était pas mal, mais... Et puis, plus j'y ai pensé, plus je me suis dit qu'en fait, j'aimais pas trop ce film. Le rythme est un peu trop lent à mon goût, et Scarlett Johansson amorphe... ça m'a un peu déçu. Alors certes, il y a plein de bonnes idées, plein d'idées symboliques plutôt bien mises en scène. On comprend tout presque sans dialogue et ça c'est quand même bien. Mais ce film n'est quand même pas tellement ma tasse de thé, donc voilà. Le troisième film dont je vais parler, c'est Les Gardiens de la Galaxie. Sérieusement, vous avez quoi tous avec ce film? Ok, il est assez marrant, ok, on passe un bon moment, mais purée, c'est pas incroyable! Déjà, à mon goût, c'est beaucoup moins bien qu'Avengers, qui mêlait à la fois ce grand délire et une certaine prise au sérieux que n'a pas du tout les Gardiens de la Galaxie. Et puis sincèrement, c'est pas très original, c'est même plutôt convenu, hein, même au niveau des blagues, c'est des blagues qu'on connaît déjà sous une autre variante, donc ouais, les personnages sont pas mal caricaturaux, je m'attendais vraiment à beaucoup rire avec le petit raton laveur, mais au final, c'est juste un cliché de sidekick rigolo cynique, et j'avoue que ça m'a... Alors pareil, j'ai pas passé un mauvais moment devant les Gardiens de la Galaxie, mais je comprends pas pourquoi tout le monde en fait un cake, hein. C'est loin d'être un chef-d'œuvre. C'est un film assez convenu, pas spécialement original, pas spécialement hilarant, donc non, j'avoue ne pas comprendre la hype autour de ce film. Et enfin, le dernier film qui ne sera pas dans mon top 10 alors que tout le monde l'a mis dans le sien, sérieusement tout le monde, c'est Mommy. Je dis pas que le film n'est pas bien, loin de là. Factuellement, le film est excellent. Il y a une vraie maîtrise du cadre, il y a une vraie maîtrise de la réalisation. Et en plus, réaliser avec ce cadre, c'est loin d'être évident. Et puis les acteurs sont vraiment ouf. Même Anne Dorval, que j'ai l'habitude d'entendre dans le rôle de Cricket Rockwell. Non, vraiment, tous les acteurs sont bons. C'est simplement un ressenti personnel. Je me suis pas laissé happer par l'histoire. Je suis resté un petit peu détaché du film. Et quand le film s'est terminé, j'étais comme ça, ouais, c'était bien, c'était même très bien, factuellement, c'est super, mais il ne m'a pas touché personnellement. Donc là, c'est vraiment simplement une histoire de ressenti, hein. Je comprends parfaitement les gens qui l'ont mis dans leur top 10 et je les valide et je les comprends, vraiment, je les acquiesce. Simplement, il n'est pas dans le mien parce que je n'ai pas été touché par le film. Voilà, maintenant, avant de passer au top 10 de l'année 2014, j'aimerais vous parler de quelques films qui mériteraient d'y être, mais qui n'y sont pas. Des films dont j'ai envie d'appuyer la qualité. Dans ces films-là, il y a Minuscule, qui est juste super bien. C'est incroyable pour un film d'animation muet d'arriver à ce niveau de maîtrise. Il y a aussi La Crème de la Crème, qui sonne comme un vent d'air frais incroyable dans ce monde du cinéma français, où les acteurs sont surutilisés tout le temps en permanence. Ça fait du bien d'avoir une vraie bouffée d'air frais. Kim Chapiron a sorti un film vraiment...
inattendu. Gone Girl, qui est un excellent David Fincher, j'ai envie de dire comme d'habitude. Ça fait combien de temps que Fincher il a pas sorti un mauvais film? Astérix et le domaine des dieux, oui, je sais, vous vous attendiez peut-être à ce qu'il soit dans le top 10. Il n'y est pas, mais il est vraiment très très bien. Et puis Wrong Cops, qui est un pur délire de film à sketch à voir également. Donc tous ces films sont très très bien, vraiment très très bien, et je vous encourage à les voir, mais ils sont moins bien que les 10 dont je vais parler maintenant. Voilà, est-ce que vous êtes prêts? Alors on passe au top 10. En 10e position, nous avons Détective D2, la légende du dragon des mers. Ce film est juste fou. Quand je pense qu'en France, nos blockbusters c'est Astérix aux Jeux Olympiques et Benoît Brisefer, et que je vois qu'en Chine c'est Détective D2, putain, c'est juste hallucinant. Détective D, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un petit peu une sorte de Sherlock chinois qui a un palais mental, qui arrive à repérer plein de petits détails et qui arrive à en déduire tout un tas de raisonnements logiques. Et dans cette aventure, qui est en fait un prologue, mais ça s'appelle Détective D2, cherchez pas, il doit à la fois se battre contre une espèce de monstre qui en veut à une prostituée qui est désignée comme sacrifice, et se battre contre un putain de dragon des mers. Très sincèrement, ce film est juste hallucinant. En termes de scènes d'action, on a des choses absolument folles, genre un mec qui est sur un cheval et qui court sur la coque d'un bateau en train de couler. Tout ça pour qu'au final, le cheval saute et tombe sur le bateau d'en face. Le film est réalisé par Tsuyark, qui est juste un maître du cinéma asiatique. J'ai pas vu énormément de ses films, hélas, mais plus je vois certains de ses films, plus j'ai envie d'en voir d'autres. Ce mec est juste assez ouf. Détective D2, quant à lui, est super drôle, super beau, ne ressemble à aucun autre film que vous avez pu voir cette année. Par contre, vraiment, et je sais, vous vous dites, oh, on s'en fout. Non, vraiment, on ne s'en fout pas. Voyez-le en 3D. Parce que sérieusement, sans la 3D, vous perdez 80% du film. Comme je l'ai dit, il y a des scènes d'action proprement hallucinantes où on se demande où est-ce que les mecs ont décidé qu'ils feraient ça à un moment. Mais en 3D, purée, ça prend tellement du volume, t'as vraiment l'impression d'être dedans. Et puis il y a tous ces shurikens qu'on nous envoie à la gueule, alors on peut se dire ouais, c'est putassier. Mais franchement, c'est fait avec tellement de cœur et tellement d'énergie qu'on ne se dit pas c'est putassier. On se dit oh putain, il y a un shuriken qui m'arrive dans la gueule. Donc pour résumer, voyez Détective D2 et voyez-le en 3D. Il y a un Blu-ray 3D qui est sorti, donc essayez de trouver un pote qui a une télé 3D et 2 paires de lunettes. Et sérieusement, faites-vous plaisir parce que ce film est juste ouf. En numéro 9, nous avons Nymphomaniac. Et j'ai très très hâte de voir la version intégrale. Pour l'instant, je peux pas encore la payer, mais franchement, j'ai vraiment hâte de la voir. Nymphomaniac est donc un film de Lars von Trier qui nous propose de suivre la vie de Charlotte Gainsbourg, qui se décrit elle-même comme nymphomane, et qui nous explique un petit peu qu'est-ce que ça implique, qu'est-ce que ça a impliqué dans son enfance, dans son adolescence, quand elle est passée à l'âge adulte, et aujourd'hui, alors qu'elle a 50 balais. Ce film a été une formidable expérience pour moi à voir au cinéma. D'abord parce que tu t'installes tranquillement dans une salle de cinéma un petit peu prout-prout avec des gens de 50 balais qui fument du thé, qui écoutent du jazz et d'un seul coup, BOUM Rammstein. Et puis ensuite tu vois ce qu'il y a à l'écran. Je m'attendais vraiment à un simple film porno avec Shia LaBeouf et je me disais voilà, Lars von Trier il s'est dit je vais faire ce film pour choquer. Et je vais foutre des acteurs super connus parce que voilà, ça va être LOL, etc. Donc je m'attendais vraiment à voir ça. Mais c'était bien mal connaître Lars von Trier, très sincèrement. Le film est très intelligent, très bien fichu, esthétiquement c'est magnifique. Il y a une véritable réflexion sur la sexualité bien sûr, mais aussi sur le rapport dominant-dominé. Alors je parle pas seulement de la scène sadomaso avec Tintin. Oui, il y a Tintin dedans. Non, c'est vraiment la totalité du film qui en parle, parce que à travers la sexualité, Lars von Trier veut nous parler un petit peu de cet état de fait, du fait que qu'est-ce qui se passe quand on est dépendant du sexe. Tous les acteurs sont super bons, y compris Shia LaBeouf, juste ça me sidère. Je suis pas très doué pour exprimer mes émotions face à ce film, mais vraiment c'est un film qui m'a troublé, qui m'a fait réfléchir, donc numéro 9. En 8e position, La planète des singes, l'affrontement. Je ne comprends pas les gens qui n'ont pas compris ce film. La planète des singes, l'affrontement se déroule quelques mois ou quelques années, je ne sais plus, après La planète des singes, les origines. Un virus a décimé une large partie de la population, ne reste que quelques humains isolés et une tribu de singes qui fait bande à part.
Tout pourrait se passer pour le mieux dans le meilleur des mondes, sauf que les humains ont besoin de quelque chose qui se trouve sur le territoire des singes. Et donc, alors que la plupart des singes sont hostiles aux humains et que les humains ont très peur de singes qui sont capables de parler et de se tenir sur leurs pattes et de monter des chevaux, putain de bordel de merde, il y a un humain et un singe qui essayent de s'entendre pour pouvoir aboutir à du bon des deux côtés. La planète des singes est juste un blockbuster incroyablement intelligent et sans doute un des blockbusters les plus intelligents qu'on ait vu de ces dernières années. Alors bien sûr, il faut pas se fier au titre et il faut pas se fier à la bande-annonce qui a l'air de montrer « Oh putain, c'est la guerre entre les humains et les singes » alors que pas du tout. Je cite toujours cet exemple, l'image finale de la bande-annonce, c'est César avec des peintures de guerre qui fait « Ouah, on va les attaquer !» En fait, cette image est tirée de la première scène du film où ils partent chasser la biche. La bande-annonce et le titre ont essayé de vous vendre quelque chose que le film n'est absolument pas. Parce que c'est majoritairement du dialogue, majoritairement de la discussion. Alors certes, il y a une putain de grosse bataille à la fin, mais elle dure pas très longtemps et elle est pas si incroyable que ça. Elle a pas des proportions aussi gigantesques que ça. Le cœur du film, c'est véritablement deux peuples qui essayent de s'entendre. Alors certes, il y a des personnages caricaturaux, bien sûr. Il y a le singe qui déteste les humains et qui est vraiment borné. Il y a l'humain qui déteste les singes et qui est vraiment borné, mais c'est un mal nécessaire pour faire en sorte que le scénario arrive là où il veut nous emmener. Mais où est-ce qu'il veut nous emmener, me direz-vous? Eh bien, c'est là toute l'intelligence du blockbuster selon moi. D'un côté, on a les singes. Les singes, c'est pas nous. Les singes, quelque part, c'est eux qui ont dispersé le virus, donc tout est de leur faute, donc on ne peut qu'haïr les singes. De l'autre, il y a les humains qui nous ressemblent, qui sont nous, et qui veulent simplement survivre. On pourrait se dire, ouais, on va être pour les humains, et contre les singes, il va y avoir une bataille, et on va soutenir les humains. Eh ben non. Parce que les humains, quelque part, sont un petit peu égoïstes, et parce que les singes, de leur côté, ont beaucoup de qualités, et même si certains sont un peu cons, eh ben, majoritairement, ce sont des êtres bons. D'accord, alors en fait, on est pour les singes et on est contre les humains. Eh ben non, non plus. C'est ça que je trouve génial dans ce blockbuster. Pendant l'intégralité du film, on n'est ni pour les singes, ni pour les hommes, on est pour la paix. Et ça, c'est juste ouf. Pendant tout le film, on est comme ça. Purée, j'espère tellement qu'ils vont s'entendre, mon Dieu, faites qu'ils s'entendent. Non, pourquoi il fait ça, l'autre abruti? Il va tout ruiner. Il faut qu'ils se comprennent, il faut qu'ils s'entendent. Il faut que la paix règne. Définitivement, c'est un film qui m'a beaucoup touché. Et c'est d'autant plus facile d'être ému par ce film que les singes sont incroyablement bien fichus. Et au bout de, 5 minutes de film, on a complètement oublié que c'est des images de synthèse. Et on les voit comme des singes. Donc c'est vraiment un blockbuster incroyable, c'était selon moi le blockbuster de l'année à voir. Donc vraiment, si vous avez l'occasion de le voir, faites-le. Numéro 7, Dragon 2. Vous allez voir que ce top est placé sous le signe des films d'animation. Donc Dragon 2, ça se passe après Dragon 1 et ça nous montre l'évolution du village de Harold qui avant se battait contre les dragons et aujourd'hui vit avec eux. Mais il y a une nouvelle menace, un gros méchant qui contrôle les dragons et en essayant de lutter contre lui, Harold va rencontrer sa mère qu'il avait perdue depuis des décennies. Ce film est ultra généreux. À l'heure où Pixar fait des films de moins en moins bons, très sincèrement entre Rebelle et Cars 2, il y a de quoi être vachement déçu par l'évolution récente de Pixar. Même si le prochain film a l'air d'annoncer du meilleur. Enfin, d'un autre côté, ils ont annoncé Toy Story 4. Comment ruiner la fin de Toy Story 3, quoi. Bref, alors que Pixar s'enfonce de plus en plus, DreamWorks sort des films absolument incroyables. D'accord, j'étais pas super fan des 5 légendes, mais Monsieur Peabody et Sherman et Dragon 1, bien sûr, m'ont vachement agréablement surpris. Très sincèrement, j'ai eu le souffle coupé par tout ce que Dragon 2 m'a envoyé en travers de la gueule. D'abord, le film est très bien construit, on ne s'ennuie pas une seule seconde. Le film est drôle par moments, émouvant par moments, et de manière générale vachement bien rythmé. Il y a des scènes absolument mythiques, notamment la bataille spatiale. Enfin, spatiale à d'autres dragons, mais très sincèrement, c'est une bataille de Star Wars. Et vachement mieux que celle des Gardiens de la Galaxie. Désolé, je reviens dessus, mais niveau bataille spatiale, t'as les Gardiens de la Galaxie, et t'as Dragon 2, OMG, what the fuck. Et puis, il y a cette scène absolument fabuleuse. Gens qui n'ont pas vu Dragon 2, merci de vous boucher les oreilles pendant très exactement 15 secondes, à partir de 3, 2, 1... Putain, le père de Harold, il meurt, et il meurt face écran, quoi. C'est juste hallucinant. Et je veux dire, dans Le Roi Lion, le film le plus surestimé de l'univers, Mufasa, on l'a vu que
15 minutes à l'écran, donc on s'en fout qu'il meure. Mais là, le père de Harold, waouh! Merci d'avoir attendu 15 secondes, vous êtes des gens bien. Donc le film m'a tué de bout en bout par tout ce qu'il a eu à me proposer, et en plus, ça a l'air de rien comme ça, mais un héros unijambiste, c'est plutôt rare. Surtout un héros mineur, quoi. C'est vraiment plutôt rare. Donc Dragon 2 numéro 6, vraiment, il le mérite. Numéro 6, 22 Jump Street. Vous attendiez peut-être à ce qu'il soit un peu plus haut dans le classement. Après tout, ça fait combien de temps que je vous casse les couilles avec ce film? Mais c'est la réalité, ce film est une tuerie. Pour ceux qui n'ont pas vu 21 Jump Street premier du nom, c'est une comédie de Phil Lord et Chris Miller, les papas de Tempête de boulettes géantes, qui raconte l'histoire de Schmidt et Jenko, un flic intelligent mais gros et empoté, et un flic con comme un balai mais super baraque, qui doivent faire équipe et qui doivent s'infiltrer dans un lycée pour essayer de dénicher une nouvelle drogue qui fait fureur. Et c'est surtout un prétexte pour balancer des tonnes de blagues. Le film est bien rythmé, le film est vachement drôle, c'est à voir. 22 Jump Street pousse le concept encore plus loin. Au-delà de quelques gags un petit peu lourdingues qui tournent autour du fait que c'est la même mission et que c'est une suite, comme si une suite allait garantir plus de succès, etc. Il y a plusieurs blagues qui tournent autour de cette mise en abîme mission film. Mais au-delà de ça, le film est, d'une part, à mourir de rire, mais je n'exagère pas, de toute ma vie, je n'ai jamais autant ri dans une salle de cinéma. Je l'ai vu 4 fois et 4 fois j'étais mort de rire devant ce film. Il y a très peu de films qui me font ça, hein. La Cité de la Peur, La Classe américaine, c'est tout, hein, ça court pas les rues. En plus de tout ça, le film se permet de faire naître une histoire de bromance particulièrement à la fois drôle et bizarrement émouvante. Alors je dis pas que vous allez chialer devant le film, mais plusieurs fois devant le film vous allez vous dire « Oh, c'est mignon, c'est émouvant, c'est gay, d'accord, mais c'est une jolie bromance. » Je vais pas m'étendre davantage sur le film, tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est une comédie super drôle, des fois très intelligente, des fois complètement conne, mais à milieu de toutes les comédies américaines et même françaises qui ont pu sortir cette année, véritablement. Numéro 5. Her. Her, c'est l'histoire d'un mec qui va souscrire à un nouveau OS, système d'exploitation, avec une intelligence artificielle vraiment intelligente, et il va se mettre à discuter avec elle, à converser, et il va naître une vraie histoire entre eux, et je vais pas vous en dire davantage. Je vais pas beaucoup parler de Her, parce que beaucoup de gens ont synthétisé ma pensée au cours de l'année, donc j'aurais pas grand chose de plus à ajouter. Je dirais simplement que le film m'a beaucoup touché, que le film m'a beaucoup fait rire, il fait les deux, c'est hallucinant, et que les acteurs sont super bons, que le film, en plus d'être drôle et émouvant, pose des bases de réflexion sur l'IA, sur notre futur, notre rapport à la technologie, et en plus de ça, j'ai vraiment été scotché par le film à un point que vraiment, à la fin du film, j'étais tout tourneboulé. Donc voilà, je m'étendrai pas davantage, un film à voir, et j'ajouterais que j'ai très hâte d'avoir le DVD pour voir la VF, parce qu'on m'a dit que dans la VF, c'était Audrey Fleurot qui faisait la voix de l'IA, et Audrey Fleurot, j'adore sa voix, donc j'ai très hâte d'entendre ça. Numéro 4. La grande aventure Lego. Pareil, je suppose que vous attendiez à ce qu'il soit un petit peu plus haut. Eh ben oui, eh ben non, et non, parce que je l'ai revu et j'ai eu un petit peu de temps pour relativiser mes impressions des 3 premiers visionnages. La grande aventure Lego se passe dans un monde tout en Lego avec des gens tout en Lego, parmi lesquels Emmett, un ouvrier qui va se retrouver bien malgré lui avec une pièce scotchée au dos, qui vont laisser les autres penser qu'il est l'élu qui pourra arrêter Lord Business qui prévoit de détruire le monde des Lego. C'est barré, dit comme ça, mais c'est vachement bien. Certains pourront ne voir en ce film qu'un bête placement produit pour Lego, mais ils sont clairement passés à côté de l'essence du film. L'essence du film, c'est une ode à l'inventivité et à la créativité. C'est donner envie aux gens de créer leur propre univers, notamment avec la fin. Je ne comprends pas pourquoi tout le monde conchit cette fin, elle est juste géniale. Le film est drôle, le film est épique, le film est intelligent.
Je sais que c'est des mots qui reviennent souvent dans ce top, mais c'est simplement parce que c'est ce genre d'œuvre qui me touche. La Grande Aventure Lego est un grand film à bien des égards, la réalisation est aux petits oignons, encore un film de Phil Lord et Chris Miller, les mêmes que 22 Jump Street, et les mêmes que Tempête de boulettes géantes. Enfin bref, un duo dont j'attends avec vraiment beaucoup d'impatience le prochain film. En attendant, ruez-vous sur 21 et 22 Jump Street, Tempête de boulettes géantes 1, pas le 2 et les nuls, et La Grande Aventure Lego. 4e meilleur film de 2014. Numéro 3. Le vent se lève. Vous pensiez vraiment que le Miyazaki de cette année ne serait pas dans le top 10 ? Mais vous êtes fous! Le vent se lève, c'est une sorte de biopic animé d'un créateur d'avions pendant la Deuxième Guerre mondiale. Le film est très beau, c'est le mot qui me vient directement à l'esprit quand on me dit le vent se lève, et quand on me dit Miyazaki en général, mais le vent se lève ne fait pas exception donc. Le film est très prenant, très bien construit, très bien rythmé. Alors certes, il manque cette petite touche de fantastique qui est dans tous les Miyazaki, mais c'est pas gênant. Enfin, ça va vous gêner peut-être dans les 5-10 premières minutes du film, et puis après vous allez complètement vous laisser emporter par cette œuvre d'un lyrisme étonnant. Il y a plein de thématiques propres à Miyazaki qui sont dans ce film, et on a vraiment l'impression que c'est un film testament, un film choral, un film qui rassemble toutes les thématiques qui lui sont chères. C'est peut-être pas le meilleur Miyazaki, mais c'est un excellent Miyazaki, et une jolie manière de tirer sa révérence, ça c'est clair. Numéro 2. The Double. Ah, un film dont je vous ai pas trop parlé cette année, hein. À part dans un flash ciné viteuf, je vous en ai pas trop parlé. Et pourtant, les amis, quel film. Très sincèrement, quel film. The Double, c'est l'histoire d'un mec qui vit dans une société un petit peu tristounette et un petit peu cradingue et un petit peu genre Brésil. Vous avez vu Brésil? Ben voilà, c'est à peu près le même délire. Bref, c'est un homme très introverti, très timide, qui se laisse facilement marcher sur les pieds. Et puis un jour va apparaître dans sa vie un mec qui a exactement la même gueule que lui, presque le même nom, et qui va lui mener la vie dure, d'abord en s'appropriant son travail, et puis en se faisant passer pour lui. Enfin bref, c'est très très dingue ce qui arrive à ce pauvre Jesse Eisenberg, qui est assurément un de mes acteurs préférés. De toute ma vie, jamais je n'ai eu autant d'empathie pour un personnage. L'empathie, c'est simplement le fait de se mettre à la place... Oui, bah j'explique l'empathie, il y a des gens qui savent pas, ça va. Donc l'empathie, c'est le fait de se mettre à la place du personnage et de ressentir ce qu'il ressent. C'était exactement ça pour The Double. Je pleurais avec lui, je vibrais avec lui, j'étais timide avec lui, j'étais gêné avec lui, j'étais en colère avec lui. J'étais vraiment avec ce personnage. Et ça, c'est rendu possible d'abord par la performance hallucinante de Jesse Eisenberg, et puis par tout le climat qu'instaure le film, avec voilà cette ambiance un peu glauque, un peu malsaine, ce côté très années 80, ça me rappelle un peu message à caractère informatif, dans un tout autre registre bien sûr, mais ça me rappelle un peu message à caractère informatif. Une dimension qui semble bloquée dans le temps, et où évoluent des personnages très bien construits aussi. Je pense à Mia Wasikowska. Comment tu t'appelles? Wasikowska, qui joue génial. En même temps, cette fille, j'ai l'impression que ça y est, elle est catégorisée à partir de maintenant. Elle jouera que des filles un petit peu décalées et un petit peu... Je trouve pas d'adjectif lié à cette mimique. Le film est vachement bien écrit, à des moments on s'y perd pour mieux s'y retrouver plus tard. Et c'est vraiment un film qui m'a happé, que j'ai trouvé fantastique et que j'ai qu'une envie, c'est de revoir. Il sort en DVD dans pas trop longtemps. Vraiment un excellent film. Là, c'est la surprise de l'année 2014. Il y a des films où je m'attendais à ce qu'ils soient géniaux, mais ça, c'est vraiment la surprise de 2014. Allez le voir dès que vous pouvez. Voyez-le, très sincèrement, c'est un film génial. Avant de passer au numéro 1 de ce top 2014, j'aimerais vous parler d'un film qui aurait dû être numéro 1 dans le top 2014 et qui aurait donc décalé tout le reste. C'est un film que j'ai vu en 2014 et qui m'a juste bluffé et que j'ai hissé dans mon top de mes films préférés, que je trouve fantastique, que je trouve génial et que j'aurais volontiers mis premier s'il n'était pas sorti le 25 décembre 2013. Je l'ai vu en 2014, mais il est sorti le 25 décembre 2013. Ça me dégoûte. Bon, vous aurez compris de qui je veux parler. Je parle du Loup de Wall Street. Purée, ce film est juste énorme. Il inaugure un nouveau genre que je ne connaissais pas du tout, la comédie épique.
Parce que oui, c'est clairement une comédie, y a énormément de scènes hilarantes, notamment la scène de la voiture avec Leonardo DiCaprio. Je défie quiconque de ne pas ne serait-ce que sourire devant cette scène. Et à la fois, ça a un côté épique dans la manière dont ça décrit le monde de la finance, dans la manière dont ça décrit le monde de la coke et des putes et de tout ce genre de choses formidables. C'est un film avec des acteurs proprement géniaux et bon Dieu, DiCaprio, quand est-ce que t'auras ton Oscar ? Un film de 3 heures, d'habitude les films de 3 heures, ça me rebute énormément. Mais je vois jamais les 3 heures passer quand je vois ce film. Ce film est complètement fifou de A à Z et j'aurais tellement voulu le mettre premier, mais hélas il est sorti en 2013, donc dégage. Et faisons place maintenant à celui qui a amplement mérité sa place de meilleur film de 2014. Je parle de nul autre que de Les Contes de la Princesse Kaguya. Ok, ce film est le meilleur film des studios Ghibli. Et je pensais vraiment que dans mon cœur, personne n'arrivera à détrôner Princesse Mononoke. Mais là, c'est une réalité. Les Contes de la Princesse Kaguya est le meilleur film des studios Ghibli. Il est tellement beau. Il est tellement beau. Je n'imaginais pas qu'on puisse faire quelque chose comme ça en 2014. Le niveau de maîtrise de Takahata et de son équipe est juste hallucinant. C'est juste parfait. Ce coup de crayon, cette maîtrise de la mise en scène et tout, la scène où elle s'enfuit, c'est juste ouf. Les Contes de la Princesse Kaguya est donc inspiré d'une légende japonaise, enfin d'un conte japonais bien connu. Un bébé trouvé dans une pousse de bambou qui va grandir et qui va se retrouver à être appelé à devenir une princesse. Enfin voilà, je connais pas trop le conte original, donc je vais pas trop m'avancer. Ce film véritablement m'a fait chialer comme pas possible. Quand je pense qu'il y a des gens qui pleurent devant Lucie, alors qu'on devrait pleurer devant Kaguya, ça c'est clair. Kaguya est tellement triste, Kaguya est tellement beau, Kaguya est tellement fort. Kaguya est tout. Kaguya a tout pour lui. Le film se permet même d'être rigolo par moments, et ça, juste d'un film aussi beau, émouvant, touchant, merveilleux, sublime que celui-là, je m'y attendais pas. Je sens que je vais tourner en boucle si je continue à en dire du bien, alors je dirais simplement que vraiment, Kaguya mérite son titre de meilleur film de 2014, et que je ne peux que vous encourager à voir. Il sort en mars, donc voyez-le. Voilà, c'est la fin de ce top, j'espère qu'il vous a plu. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour le Flash Ciné janvier-février. Et si je devais ne vous conseiller qu'une seule bande-annonce d'un film à sortir en 2015, ce serait Mad Max Fury Road, qui s'annonce comme un des blockbusters les plus dingues depuis Mad Max. Salut!